Rebonjour. Je profite de l'inspiration du moment pour tourner une autre vidéo qui s'appelle Se maquiller grâce aux acquisitions. Alors, en fait, c'est pour mettre en garde les investisseurs contre la croissance externe, c'est-à-dire très souvent on acquiert des sociétés, on dit que c'est bien chez le management, et malheureusement, en fait, plusieurs années plus tard, généralement, parfois quelques mois plus tard, on se rend compte que c'est pas bien. Alors, c'est dernièrement arrivé chez Atos, pour ceux qui connaissent, et on en avait fait une très brève analyse dans une vidéo précédente, que vous pouvez aller voir, parce que si vous ne savez pas du tout comment approcher une analyse de société, je pense que c'est un bon exemple, la société Atos qu'on a fait. C'était pas très évolué, mais ça permet de voir comment on touche le sujet. Et là, je vais vous parler en fait de la société Home24, qui est un concurrent de Ventunique.com dont j'ai parlé dans une vidéo précédente sur la couverture de portefeuille boursier. J'ai pris à titre d'exemple. Alors, chez Home24, en fait, ce qui se passe depuis très longtemps, c'est que cette société acquiert des clients et fait de très faibles marges, soi-disant. Alors, c'est des marges d'EBITDA, donc en réalité, ce pas des marges. C'est une magouille comptable, mais c'est pas grave. On va dire que ça fait de très faibles marges. Genre, on fait confiance à la société. Alors, ça s'appelle EBITDA ajusté. C'est-à-dire, EBITDA, c'est déjà un truc bidon. Là, ils ont ajusté un truc bidon et ils disent ça fait des petites marges de temps en temps. Et en fait, cette société, elle utilise soi-disant tous ses profits, mais en réalité son capital, pour acquérir de nouveaux clients et faire de la croissance. Alors, de deux choses l'une. Soit cette croissance est rentable, c'est-à-dire quand vous dépensez 1 euro pour acquérir un client, bah, ça vous rapporte, je sais pas, 2 euros, 3 euros, 6 euros. Soit cette croissance, elle est pas rentable. Et dans ce cas, quand vous dépensez 1 euro, ça vous apporte, par exemple, 0,5 euros. Ok. Donc, vous êtes dans l'un des deux cas de figure. Moi, je suppute que beaucoup de sociétés qui en plus sont à faible marge et à retour sur capitaux investis négatifs, ont une croissance qui n'est pas rentable. C'est-à-dire qu'elles génèrent de la croissance en chiffre d'affaires, peut-être même en marge, mais en réalité, le retour sur investissement de 1 euro investi pour acquérir un client, c'est 0,5. Donc on affiche comptablement de la croissance, mais en réalité, ce serait mieux s'il n'y avait pas de croissance, l'actionnaire, il y aurait plus d'argent. Voilà. Donc, nous, en analysant cette société, avec Driss également, dans le cadre d'une formation, euh, on a l'intuition qu'on est plutôt dans une croissance non rentable chez Home24. Et du coup, on a décidé avec Driss, après c'est à lui de dire s'il a fait ou s'il n'a pas fait, mais il a dit dans les commentaires du forum qu'il a activé cette connaissance. On a décidé qu'on pouvait faire un hedge de ventunique.com en vendant à découvert la société Home24 avec un cours cible bas. Voilà. Je rentre pas dans les détails de l'analyse, c'est pas le but. L'idée là, c'est de dire en fait, là, il s'est passé une actualité très intéressante sur Home24. Donc Home24, jusqu'à maintenant, il disait on est retailer, distributeur de meubles en ligne, exactement comme ventunique.com. Moi, j'avais quelques doutes sur la question. Moi, je disais plutôt, voilà, pour moi, Westwing, c'est un marketeur en ligne, mais qui sait peut-être distribuer des meubles. J'ai encore un doute sur la question. Pour moi, Home24, c'est un marketeur en ligne. C'est pas un vendeur de meubles en ligne, mais c'est pas grave. Ça arrive quand même à livrer des meubles de temps en temps chez le client. Alors après, moi, les gens que je connais qui ont commandé chez Home24, ils ont tous retourné la marchandise, et je suis pas sûr que la comptabilité des retours de marchandises soit exacte, mais ça, ce sont des parenthèses, on s'en fout, c'est pas le débat. L'idée, c'est de dire, pour moi, là, il y a du marketing, il n'y a pas de profit sur la vente de meubles en ligne. Donc, c'est une activité de marketing et d'acquisition de clientèle, pas une activité de vente de meubles en ligne. Venteunique.com, pour moi, c'est une activité de vente de meubles en ligne, parce que quand Vente Unique vend un meuble en ligne, bah, ça rapporte quelque chose, et ça fait des retours sur investissement qui sont extrêmement élevés. Alors, historiquement, ils sont supérieurs à 20% par an, et grâce à l'internalisation de la logistique, depuis le second
semestre 2020, c'est retour sur investissement sont en croissance exponentielle. Voilà. Le retour sur investissement consolidé de la société a très rapidement dépassé les 30% par an. Et actuellement, on est plutôt à, je suis très conservateur, 57% pré-taxe. Voilà. Donc, vous voyez, le retour sur investissement incrémental de Ventunique.com est en réalité très supérieur à 60% pré-taxe, parce que si le retour consolidé passe à 57%, c'est que pour passer de 20 à 57, il fallait faire plus que 57, évidemment, tout ça est évident, hein, il n'y a pas besoin de faire Polytechnique ni HEC pour comprendre ça. Hein. Voilà. Derrière, vous comprenez qu'il y a une société qui a, pour moi, le droit légitime de dire qu'elle fait de la vente de meubles en ligne, et l'autre, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais pour moi, je ne suis pas sûr qu'elle vende des meubles en ligne. Voilà. J'ai le droit de ne pas être sûr, et je ne demande pas aux gens d'être d'accord ou pas avec moi, c'est juste une perspective. Voilà. Donc maintenant, ce que dit Home24, c'est on a fait une acquisition. Ta, 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 une super société qui a des boutiques de meubles. Incroyable. Donc, le speech de Hop24, depuis le début, si je puis dire, de son histoire, c'est je vends des meubles en ligne. Et là, le speech, c'est non, mais en fait, on va les distribuer dans des boutiques. Alors, les mecs, là, ils vont changer le périmètre de la société, ils vont raconter une nouvelle histoire. Ils émettent bien sûr des actions pour faire l'acquisition, parce que c'est bien voilà, leur seule source de valeur aujourd'hui, c'est quand même d'émettre des actions pour acheter quelque chose avec du cash qui peut acheter quelque chose. Donc, ils viennent d'acheter quelque chose. Alors, je ne sais pas si le quelque chose est profitable, pas profitable. Ce sont des boutiques allemandes de vente de meubles. Et du coup, en fait, ce qui est en train de dire au 24, pour moi, dans ma perspective, dans mon analyse, c'est que on n'arrive pas à vendre du meuble en ligne. Pourtant, la valorisation de cette société, aujourd'hui, je passe, doit être 350 millions d'euros, un truc comme ça. Alors, j'ai pas regardé, excusez-moi si ça a baissé. En fait, cette société ne m'intéresse pas, pour être tout à fait franc. Voilà, elle m'intéresse juste pour donner de la valeur ajoutée à des gens comme Driss qui ont envie de faire de l'argent, en plus de se couvrir contre ventunique.com, quoi. Enfin, et en plus, il n'y a pas besoin spécifiquement de se couvrir contre ventunique.com. Simplement, lui, comme il a un portefeuille qui n'est pas du tout à la hauteur de son niveau en analyse, bon, pour moi, Driss, c'est sans doute un des meilleurs analystes financiers en France. Hein. Euh, voilà, il a le niveau pour analyser ce genre de boîte correctement, pas pire que moi, et du coup, je lui ai donné une arme supplémentaire pour qu'il puisse améliorer la taille de son portefeuille assez rapidement et couvrir plus ses risques, c'est tout. Hein. Quelqu'un qui a déjà un gros portefeuille, il n'a pas besoin de rentrer dans ce genre d'analyse. Et là, c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui investissent dans les startups, qui font des acquisitions. Ça arrive souvent. Et Home24, ils viennent faire une acquisition qui dit quand même qu'on va changer de business model. On va distribuer des meubles dans des boutiques normales. Voilà. On se demande pourquoi, parce que à la base, vendre du meuble en ligne, c'était censé être plus rentable que dans les boutiques normales, puisque avec un seul entrepôt, vous livrez à la maison et vous n'avez pas besoin d'avoir des boutiques partout, donc ça fait des réductions de coûts, ça fait plus de marge, au lieu de vendre avec des marges à 3%, on vendait avec des marges à 10%, c'est un peu le discours marketing de tout le monde dans ce secteur, mais dans les faits, qui vend avec des marges réelles déjà, bah, il n'y a que ventunique.com, et ensuite, qui fait un retour sur investissement sur ces entrepôts, il n'y a que ventunique.com. Je veux dire, là, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est-à-dire que tout le monde se met à la vente de meubles en ligne, mais il n'y a qu'un qui arrive à faire un retour sur investissement sur un entrepôt, c'est ventunique.com. Voyez, et du coup, en fait, le narratif des startups, très souvent, c'est du mensonge. En fait. Alors, les mecs, ils disent, ils vont faire. Théoriquement, sur le papier, c'est possible, mais pour le faire, ça, c'est un vrai métier. Hein. Distribuer quelque chose chez un client, c'est un métier, c'est un scoop, c'est un des métiers, en fait, les plus difficiles du monde, pour être tout à fait franc. Parce que si vous lisez la biographie de Sam Walton chez Walmart, vous verrez que même Sam Walton, qui est un génie du retail, à un moment était en banqueroute quand même. Hein, donc, et c'est parce qu'il s'est cassé les dents en distribuant des choses qu'il a eu l'idée de faire Walmart. Voilà. Et dans le même genre, il y a Jim Sinegal qui a fait Costco pour essayer de battre Walmart. Donc, vous voyez, c'est un métier
extrêmement compétitif, fait par des gens extrêmement bons, hein. C'est-à-dire Sam Walton et Jim Senegal, c'est des entrepreneurs-là, je veux dire, je ne sais pas si Elon Musk il est plus fort qu'eux, hein. Je suis pas sûr, hein. Voilà, c'est des gens qui travaillent, qui délivrent une vraie valeur aux clients en délivrant des produits de bonne qualité à des prix qui sont plus bas. On peut aimer Walmart, on peut ne pas aimer Walmart, mais je veux dire, si vous êtes pauvre aux États-Unis, ça rend un sacré service, hein. La valeur du service de Walmart, elle est quasiment inestimable en fait. Et il n'y a pas que Walmart qui rend ce genre de service, il y a Costco, il y a aussi d'autres boutiques, dont une où on est investi d'ailleurs. Voilà. Mais déjà, vous voyez, faire du retail physique, de la distribution physique profitablement, c'est pas facile tous les jours. Vous pouvez demander à Carrefour, hein. Carrefour, vous regardez les comptes, ils commencent à peine peut-être à être un peu profitables, hein. C'est compliqué la distribution, c'est très compliqué. Walmart, ça fait de l'argent. Carrefour, numéro 2 mondial de distribution, je suis pas sûr que leur activité soit très très rentable, hein. Enfin, vous avez qu'à regarder les comptes, hein, historiques, pas juste les derniers. Ok. Voilà, donc faire un distributeur profitable, c'est un vrai métier, c'est pas facile. Et le faire en ligne, alors en réalité, qui a réussi? Je sais pas. Voilà. Dans la distribution normale en ligne, qui a réussi à faire quelque chose de profitable? Alors certains diront Amazon. Bon, allez regarder les comptes d'Amazon, s'il vous plaît. Vous verrez que après des décennies d'existence, ils disent qu'il y a un profit opérationnel aux USA. Ok. Bon, c'est ce qu'ils disent, c'est un profit opérationnel comptable. Le retour sur investissement d'Amazon dans tout ce qu'ils ont investi dans la distribution, si on ramène ça à ce résultat opérationnel, ce retour sur investissement, il est minable. Je sais pas, c'est le livret A, enfin j'exagère, mais on s'en fout. Voilà, les mecs, ils ont fait le livret A, super quoi. Bon, ok. Je veux dire, la distribution sur Internet profitable, c'est un métier extrêmement dur. Donc c'est pas des touristes qui font du marketing qui vont le faire. En fait. Ça, c'est pas possible. C'est des gens qui savent distribuer un produit qui vont le faire. Voilà. Et vous voyez, en fait, quand vous investissez dans une startup, je suis pas là pour vous vanter Venturi.com, qui est aussi un peu une startup, hein, mais quand vous investissez dans une startup, assurez-vous que les gens que vous avez, ce sont des gens qui savent faire le vrai métier de l'entreprise, le vrai produit, qui ne sont pas là en train de vous vendre des promesses, ou qui sont capables de recruter des gens qui sont capables de faire un vrai produit profitablement. Parce que tant que le capital il arrive chez les startups, on peut continuer à fonctionner, entre guillemets. Voilà. Je veux dire, je lève des actions avec Tesla, je fais des voitures avec Tesla, ça marche et ça crée de la valeur et ça peut créer énormément de valeur comme ça l'a créé chez Amazon qui s'est ensuite diversifié dans le cloud avec une activité, là pour le coup, ultra rentable. Comme Microsoft Azure, c'est la même activité, hein. Ce sont des activités qui sont ultra rentables. Je pense que même Microsoft Azure est quand même plus rentable. Mais je ne suis pas allé voir les détails ces derniers temps, ce n'est pas ces sociétés-là qui m'intéressent aujourd'hui. Mais je pense que Microsoft Azure, c'est peut-être un des meilleurs business du monde, hein, voilà. Et Amazon Cloud, pareil, hein, voilà. Peut-être un petit peu en dessous, je ne sais pas. Ça faut vérifier, mais ce sont incontestablement des super business. Avec des gens qui savent faire de la vraie mise à disposition de services informatiques, aussi bien Microsoft qu'Amazon. Ils sont super bons là-dedans, ils connaissent le métier et ils savent le faire profitablement. Ça, c'est certain. Voilà. Là, voilà, dans le cas de Home24, c'est des gens qui se prennent pour des start-upers, qui font des rythmes de croissance de start-up, mais à un moment, il faut quand même distribuer le meuble profitablement chez le client. Et ce métier-là, en fait, il n'y a personne qui l'a, en fait. C'est ça qui est difficile, c'est-à-dire dans le meuble sur Internet, personne ne l'a jamais fait avant, sauf Quantum.com. Voilà. Donc, comment ces gens-là peuvent y arriver, moi, je ne sais pas. Et quelque part, pour moi, l'acquisition, là, c'est un aveu d'impuissance, quelque part. Et peut-être change de business model à juste titre. Je ne suis pas en train de critiquer l'acquisition proprement dite. Je suis en train de vous dire, quand les entreprises font des acquisitions, généralement, elles les payent assez cher et ça maquille la réalité économique de l'entreprise, en fait. Et dans mon livre, je donne un autre exemple que j'avais déjà donné dans une formation qui est très ancienne. C'est un des plus anciens produits de l'investisseur français. C'est une formation vidéo où on expliquait comment
HP, Hewlett-Packard, avait maquillé ses comptes sous Léo Apothécaire pour détruire en quelques mois seulement plus de 8 milliards de valeur, en fait, tout simplement en racontant n'importe quoi, en faisant n'importe quoi en termes d'acquisition. Voilà. Donc, il faut faire très attention aux acquisitions qui vont peut-être après pouvoir permettre, ce n'est qu'une hypothèse, à Home24 de dire ah bah maintenant on fait des profits, vous voyez. Mais en fait, c'est pas la distribution de meubles en ligne qui fait des profits, vous voyez. C'est peut-être la distribution de meubles qu'ils ont acquise pour pouvoir dire on fait des profits. Vous voyez, il faut vraiment des fois bien surveiller ce qui se passe quand il y a des acquisitions. Et bien sûr, évidemment, quand Opportunity.com nous parle d'acquisition, naturellement, on s'assure que c'est une acquisition ponctuelle et que c'est une acquisition qui est pertinente dans le cadre du métier. Voilà. Voilà, chez Pantunique.com, on ne voit pas de problème avec l'acquisition. Bon, il y a un conflit d'intérêt avec CAFOM, mais ce n'est pas un montant qui met en péril la société de toute façon. Donc ça, c'est pas grave. Voilà. C'est un problème temporaire qui se résout dans le temps parce qu'on a une société qui sait faire son métier. Là, voilà, Home24, il y a une acquisition. Ça a d'ailleurs peut-être causé la dégringolade du cours de bourse. Je ne sais pas, parce qu'il y a une dilution des actionnaires en plus dans cette acquisition. Et voilà, peut-être que ça valide aussi la thèse short de Driss et la mienne également sur Home24, voilà, qu'on utilise pour couvrir les portefeuilles quand on le veut. Voilà. Donc, vous voyez, je voulais également vous donner ce genre de contenu pour que quand vous investissez dans des sociétés qui font des acquisitions, que vous validiez bien en fait que les acquisitions sont pertinentes. Il y a des sociétés qui savent bien faire des acquisitions. Il y a Constellation Software au Canada, par exemple, savent très bien faire des acquisitions. Bon, Microsoft, je sais pas, mais voilà, la dernière d'Activision Blizzard me semble cohérente, c'est-à-dire, je ne sais pas dire s'il est bonne ou elle n'est pas bonne, mais c'est pas un truc qui met en péril la société. C'est pas un actif qui est vide. Activision Blizzard, ils font de très bons jeux vidéo, tout le monde sait ça. Voilà. Il y a un rationnel derrière cette acquisition et elle n'est pas payée à un multiple qui est horrible pour Microsoft parce que voilà, l'action Microsoft cote à un multiple de valorisation qui est bien supérieur à celui d'Activision Blizzard et c'est bien normal parce que Microsoft est un bien meilleur business que Activision Blizzard. J'ai envie de dire Microsoft de toute façon c'est à peu près meilleur que tout. Peut-être à l'exception de Ventunique.com, bon, je plaisante à peine. Voilà. Bon, voilà, permettez-moi cette plaisanterie. Après, allez vérifier les chiffres par vous-même. Voilà. Mais Microsoft, c'est un sacré bon business. S'il y a un truc qui va réussir dans le SaaS, c'est Microsoft, hein. Enfin, vous l'aurez pas, hein. Voilà. Le reste, faut faire des analyses. Voilà. J'espère que ce contenu a été à haute valeur ajoutée pour vous. Voilà. Et j'espère à très bientôt pour de nouvelles aventures chez l'investisseur français.